Nouvelle émission de Movies, l'émission de ceux qui aiment le cinéma en salle. Movies, c'est une programmation musicale assurée par mon ami Hervé Brie. Bonjour Hervé. Bonjour Patrick, qui est à la technique de cette émission. Et bonjour à tous. Pour ce nouveau numéro de Movies, on apprendra d'où vient Trump, et c'est un film qui grince, ça s'appelle The Apprentice. Une collection de courts-métrages pour les enfants à partir de 3 ans, donc parfait pour Hervé, c'est McPat le chat chanteur. Un thriller psychologique ou une farce spirituelle, ou peut-être même les deux en même temps, c'est la dernière livraison d'un cinéaste assez atypique, Alain Guiraudy. Le film, c'est Miséricorde. Homophobie ordinaire en Roumanie, ça nous donne 3 km jusqu'à la fin du monde. Une fable rurale, un portrait d'un jeune dépressif, teinté d'écologie et de fantastique, le film s'intitule Fario. En fanfare, un presque feel-good movie. Dans le milieu des clowns hospitaliers, une comédie dramatique, ça s'intitule Sur un film, et c'est la première réalisation de l'acteur Reda Kateb. 6 ou 7 films pour cette nouvelle émission de Movies, et bien évidemment nous vous parlerons aussi, c'est l'habitude dans Movies, nous vous parlerons des festivals, et des festivals il y en a toujours dans la région. Le prochain ce sera à Sarlat, et il y en a un aussi sur Bordeaux. C'est musique à l'écran. Alors, gros programme chargé Patrick, est-ce que tout va tenir ? Alors, il faut qu'on se dépêche de commencer. Oui, bah alors c'est toi qui vas commencer avec ce film Fario. Alors, tu vas nous dire... je savais pas. Bah moi aussi, c'est en voyant le film que j'ai appris tout à fait ce que c'était que Fario. Et en fait, j'ai demandé à d'autres spectateurs à la fin du film... parce que si c'était dit dans le film, moi je l'ai loupé. En fait, c'est une espèce de truite argentée, une des plus courantes dans les cours d'eau européens. Apparemment, autour de moi, tout le monde savait. Oh, tu savais pas ce que c'est. Ouais, tu parles. Bon. Alors, Fario, c'est aussi le titre d'un drame rural, familial et environnemental, teinté de fantastique, vu il y a une quinzaine de jours au festival Jean Carmé de Moulins, dans l'Allier, qui a présenté une sélection de films français très intéressants, dont celui-ci. L'histoire en bref. Léo, jeune ingénieur du genre fêtard, vivant à Berlin, rentre dans son village natal du Jura ou du Doubs pour vendre des terres agricoles de son père, décédé, à une entreprise de forage de métaux rares. Alors il retrouve là-bas mère, petite sœur, cousin, copain, copine, pas vraiment d'accord avec ce projet minier. Et notre ingénieur va remarquer des choses étranges dans la rivière qui vont le conduire à mener une enquête en solitaire. Alors le petit côté fantastique, c'est qu'on se demande parfois si ce qu'on voit est la réalité ou les délires d'un jeune homme qui abuse pas mal de certaines substances. Moi je trouve que c'est un des charmes de la narration qui joue sur le trouble entre réel et hallucination sans vraiment trancher. Alors le film aborde plusieurs thèmes, par exemple celui de la difficulté du deuil d'un père, aussi la vie rurale qui est montrée sous un jour attachant, en particulier le monde des jeunes paysans et ses problèmes. Et le fond du film, c'est donc plutôt l'écologie, l'environnement, avec l'opacité liée à certaines installations industrielles, pas forcément souhaitées par les populations locales. Alors,
Hasard, mais moi je pense que c'en n'est pas un. Cette thématique résonne pas mal avec ce qui se passe en ce moment dans le département de l'Allier, où le film était présenté en avant-première. En effet, on a trouvé récemment là-bas des gisements de métaux rares. Manne précieuse, et des projets gigantesques d'extraction sont en cours avec des riverains pas très rassurés à qui on n'a pas forcément demandé leur avis. À mon avis, les sélectionnaires de la programmation du Festival de Moulins n'ont sans doute pas manqué de faire le lien. Alors Faro est signé d'une réalisatrice qui s'appelle Lucie Prost. C'est son premier long métrage de cinéma après avoir fait ses gammes avec des courts et pour des séries télé. En plus de Florence Loirecaille, toujours très convaincante et qu'on aime bien à Movies, présence dans les rôles principaux de 2 jeunes acteurs qui montent et qu'on voit de plus en plus à l'affiche. En Léo, le Britannique très francophile Finnegan Oldfield, il a une filmographie déjà bien fournie, celui-là, parce que j'ai regardé, il a commencé très très tôt. Il est parfois énervant dans certains films car il surjoue souvent des rôles de surexcité. C'était le cas dans Le Pas Bon Coupé d'Avazanicus, il y a 2 ans, et bientôt dans un polar noir très poussif qui s'appelle Brûle le sang, vu au Festival de Saint-Sébastien et qui sortira en 2025. Dans Fario, il est plus sobre et intériorisé et ça passe mieux. En copine complice de l'enquête, on a une excellente Megan Northam, jeune actrice repérée par Cédric Clapiche dans sa série La Salade grecque, et qui enchaîne des rôles de plus en plus importants. On la verra bientôt dans Rabia, une jeune femme partie rejoindre Daesh. Ce Fario, moi je l'ai trouvé attachant et plutôt original, disons. C'est pas un film dossier militant, plutôt l'étude d'un jeune homme perdu qui se trouve une cause, doublé du portrait d'un monde rural en difficulté mais chaleureux, festif et en même temps soucieux de préserver son intégrité et triplé d'un soupçon de fantastique. Tu l'as vu aussi, je crois. Oui, je l'ai vu et moi je suis, je suis un peu moins enthousiaste que toi par rapport à ce film. Alors c'est vrai que le film hésite par moment pour entre un thriller écologique ou une analyse de ce garçon, oui, qui bien sûr a très mal vécu la disparition de son père. Et la disparition de son père, pendant une grande partie du film, on ne sait pas de quoi et comment il est parti. On le découvre juste par et j'en dirai pas plus, pour ceux qui voudraient aller voir le film, on comprend à un moment donné ce qui s'est passé. Moi, j'ai trouvé que les acteurs sont pas très convaincants, moi en tout cas ils m'ont pas forcément convaincu. C'est toujours difficile de faire jouer des enfants et celle qui joue la petite fille, c'est pas, il y a des moments qui m'ont un petit peu gêné et qui faisaient, je dois le dire, un peu cinéma amateur quoi. Moi le film non, il m'a pas emballé. L'histoire, oui, c'est voilà, je pense que la réalisatrice a hésité entre plusieurs genres, elle touche un petit peu le fantastique. Moi, c'est ce qui m'a un peu plu. C'était pour Fario. Ouais, voilà. Bon, alors maintenant, on va voir un vrai méchant, c'est ça? Roy Cohn, nice to meet you. Leroy Cohn, from all the papers. Yeah, you're brutal. Guilty as charged. Roy Cohn is a crook. He's been indicted 3 times. I'm gonna let you in on a little secret. People, they hire me because I'm a winner. How do you win? The first rule is the simplest. Attack, attack, attack. It's gonna be the finest building in the country. In the world. It's gonna be spectacular. Rule 2. Admit nothing, deny everything. You think you can beat the U.S. government? Rule 3. No matter what happens, you claim victory and never admit defeat. I record everything in case I need it. Well, that's illegal. You have to be willing to do anything to anyone to win. Ah, qui est ce Roy Cohn qui donne 3 conseils à un jeune homme d'affaires aux dents longues? Ces conseils, si je les traduis, ça donne... Bon, le premier, c'est simple, c'est attaque, attaque, attaque. Le deuxième, admit nothing, deny everything, n'avoue jamais, dénie tout.
Et le troisième, quoi qu'il arrive, dit toujours que c'est une victoire et n'admet jamais une défaite. Forcément que cette vision de la vie vous évoque un personnage au devant de l'actualité politique actuellement, hein, et on le voit depuis maintenant 8 ans, hein, puisque c'était il y a 8 ans qu'il s'était présenté et qu'il avait été élu. Il s'agit de celui qui brigue pour la seconde fois à l'investiture suprême, c'est Donald Trump. Alors Roy Cohn, c'est un avocat qui, dans les années 80, prodigue donc là, ses conseils de winner, de gagnant à ce jeune apprenti dénommé Donald Trump. Lui, c'est l'avocat puissant qui se targue, hein, de faire innocenter des coupables. C'est un vieux routier de la politique. C'est lui qui fut un des conseillers du malheureusement célèbre sénateur McCarthy, hein, connu pour son anticommunisme primaire, qui fit beaucoup de Il a fait condamner des innocents aussi. Oui, j'allais en parler. Je voulais dire qu'il a fait beaucoup de victimes, hein. Ils se sont retrouvés blacklistés, des personnes comme Dalton Trumbo qui ont dû travailler sous des prête-noms, hein. D'ailleurs, ça nous rappelle le film de Martin Ritt où il y avait Woody Allen. Le titre s'appelait le prête-nom. Hein. Et avant d'être avocat, il a été procureur. Et c'est lui qui a envoyé les époux Rosenberg à la chaise électrique dans les années 50. Hein. Ce couple accusé à tort, hein, on le sait, à tort, d'être des espions à la solde de l'URSS de l'époque. Donc ça, c'est Nick Cohn, c'est le mentor de Trump. Ouais. Alors il recule devant rien. On a l'impression d'un envoyé du diable, faisant partie de ceux qui, outre la chasse aux communistes, comment dire, était de ceux aussi qui condamnaient. Il condamnait lui-même. Hein. On a des interviews. Il condamnait l'homosexualité, alors que lui-même, en était un. Bon, alors la rencontre Trump-Cohn, c'est un apprentissage de la vie financière et plus tard politique. Ça se situe au moment où le jeune Trump travaille, enfin plutôt magouille déjà, dans la société paternelle, dans l'immobilier. Alors, là déjà, on voit un Trump qui se révèle vraiment le mâle alpha, hein, dans toute sa splendeur. Il a des projets immobiliers les plus clinquants, les plus hauts. La référence phallique apparaît clairement dans ses envies, hein. Et un des objets de son fantasme sera d'ériger à New York et aussi dans d'autres villes, hein, comme par exemple à Chicago, ces tours qu'on appelle les Trump Towers. Alors ce film va nous montrer en parallèle un Trump foncièrement homophobe, mais dès lors qu'il s'agit d'être opportuniste, ne voudra absolument pas voir ce qu'est la sexualité de Roy Cohn. Lui, Trump nous est montré comme l'hétéro pur jus, ne trouvant dans la sexualité que son unique jouissance, hein, une jouissance qui se manifeste sur des schémas de domination, hein, que ça c'est le minimum, et qui vont jusqu'aux agressions sexuelles le plus souvent, alors soit au niveau vers les prostituées, mais aussi bien au niveau de sa propre femme. Alors, il arrive souvent, hein, fréquemment, qu'un apprenti dépasse le maître, et là, le film d'un réalisateur danois, hein, d'origine italienne, Iranienne. Qu'est-ce que j'ai dit ? Italienne. Oh non, iranienne, j'ai mal. je me suis trompé. Le film là, le réalisateur va nous montrer comment ce couple Cohn-Trump, va nous montrer le trajet de ces deux personnes. Il y en a, comme en mathématiques, vous savez des courbes qui se croisent à un moment donné. Là, on va voir Cohn qui va baisser, et à contrario, on va voir comment Trump va aller vers des sommets, et en allant vers les sommets, il va avoir tendance à oublier Cohn. Alors Cohn, on le voit dans le film, va être un des premiers. On est dans les années 80, on est dans les années Reagan, et va être un des premiers qui va souffrir de la maladie du sida, maladie qui va être absolument pas reconnue par lui, en tout cas à aucun moment
il ne le reconnaîtra. Bon, alors, le film, moi, il est porté, j'allais dire, au niveau de l'interprétation par ces deux acteurs. Alors, il y a celui qui joue, on a l'impression d'un sosie de Trump. Il pourrait aussi ressembler à Robert Redford. C'est dommage de dire que Robert Redford pourrait ressembler aussi à Donald Trump, mais là, c'est assez étonnant. Il s'appelle Sébastien Stan et qu'on a plutôt vu dans des films de Marvel. Et l'avocat, c'est Jeremy Strong, qui brillant au début, va devenir de plus en plus pitoyable. Et il y a une scène à un moment donné à un banquet. Non, mais il y a une scène à un banquet qui est assez, qui est très dure. Alors, moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce film, c'est qu'il nous montre comment cet homme va devenir l'homme le plus puissant du monde. On voit bien que rien ne l'arrêtera. On voit bien, d'ailleurs, que ce qui lui manque complètement, enfin en tout cas c'est ce qui est monté dans ce film, c'est que ce Donald Trump n'a aucune capacité d'empathie. Absolument, c'est quelque chose qui n'existe pas chez lui, et même on verra aussi dans le film qu'il n'accompagne pas son frère qui finira par se suicider. Donc c'est un film à charge contre Donald Trump. On aurait peut-être pu espérer qu'il y ait une petite lueur, un petit peu de blanc dans cette noirceur dans ce film, mais c'est une très belle réalisation, et c'est un film glaçant parce que on est à une quinzaine de jours de celui qui reviendra peut-être le nouveau président des États-Unis. Alors pour qui ne connaît pas les détails, et c'était mon cas, on apprend avec l'apprenti. Les distributeurs auraient pu franciser le titre finalement. Ouais. D'où vient le monstre Trump, et c'est édifiant. Je sais pas trop en fait si tout est vrai et ce qui est exagéré dans ce biopic de l'homme durant des années 70 à 90. En tout cas, le film illustre avec force comment un businessman fils à papa, il est plutôt falot au début, devient après coaching un narcissique pathologique doublé d'un mégalomane menteur à la moralité abyssale. Tu dis que c'était à charge, ça c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, il a dû toucher une corde sensible chez le principal intéressé, car une batterie de ses avocats tente d'interdire la sortie du film aux États-Unis. Je sais pas où ça en est. Et j'ai lu, Patrick, tu sais pourquoi il veut l'interdire, le film ? Pas pour toutes les erreurs qu'on voit, mais pour les scènes de liposuction et d'implantation de cheveux. C'est vrai que cette scène est assez... Voilà. Alors, celui qui est sans doute plus hallucinant et que le grand public va découvrir, comme moi, c'est ce menteur Nick Cohn. Ça fait longtemps que j'avais pas vu le portrait d'un tel méchant au cinéma. Les deux acteurs principaux, moi, tu dis que le Sébastien Stan en Trump, moi, il m'a fait penser à notre tapis national, notre mini Trump à nous. Et l'autre, Jeremy Strong, sidérant d'abjection crasse, mais il finit pathétique, presque émouvant dans la chute, comme quoi, avec un bon metteur en scène dirigeant un acteur talentueux, le pire des salauds peut être rendu émouvant. The Apprentice, malgré sans doute ses exagérations, moi, je trouve que c'est un grand film, salutaire et passionnant, même si ça glace le sang. Mais problème, il ne devrait convaincre que les déjà convaincus, car Trump ne manquera pas de crier fake news à ses supporters. Le réalisateur, tu as dit qu'il était danois d'origine iranienne, s'appelle Ali Abbasi, c'est son 5e long métrage. Moi, j'ai vu son précédent, Les Nuits de Massad, une enquête assez glauque sur des tueurs de prostituées à Téhéran, qui avait valu à l'actrice principale Zahar Amir le prix d'interprétation féminine à Cannes en 2022. Ça qu'on retrouve dans Tatami, c'est ça ? Tout à fait, qui est devant et derrière la caméra du film Tatami. Choice. I
Ah, je l'aurais bien écouté jusqu'au bout, cette Madonna de 89. Alors, dans le clip de cette chanson avait exaspéré les rigoristes religieux, car il mêlait sexe et religion, ce que l'artiste adore et adorait faire. Et Ça peut pas se faire, un tel mélange. Mais comme Alain Guiraudy, dont on va parler finalement tout à l'heure, hein, Madonna a été révélée au cinéma en 85 dans Recherche Suzanne désespérément, avec comme partenaire Rosanna Arquette. Mais moi, je trouve qu'elle a pas fait une carrière mirobolante sur le grand écran ensuite. Je me souviens vaguement de son rôle d'Eva Perron dans le biopic qui lui était consacré, Evita d'Alan Parker en 96. Bof. Il y avait eu aussi avant un documentaire musical sulfureux qui s'appelait In Bed with Madonna en 91, que perso j'ai pas vu. Pourquoi ce titre, Like a Prayer? Dis-nous. Car utilisé dans Deadpool et Wolverine, sorti cet été, de triste mémoire on va dire, Marvel, fidèle à ses habitudes, recycle les standards musicaux du passé et les fait découvrir aux jeunes générations, pourquoi pas? Non, mais en fait, une vraie groupie de Madonna, et tu nous cherches tous les moyens pour arriver à passer un de ses morceaux. Donc il cherche, et puis il arrive bien par retrouver. Alors, tu viens de l'évoquer, Alain Guiraudy. Alors, ça donne quoi? Alors, Alain Guiraudy, c'est un cas à part un peu dans le cinéma français. Scénariste et réalisateur, le Miséricorde dont je vais vous parler est son 7e long métrage. Acteur à l'occasion, également écrivain. Son 4e, c'était le sulfureux L'inconnu du lac de 2003, interdit aux moins de 16 ans. Succès critique et un peu succès public aussi, vu le type de film. Il lui a valu une certaine notoriété dans le monde du cinéma d'auteur, comme on dit. Hein. Alors, son précédent de 2022, on l'a vu, je crois même ensemble, Patrick, c'était Viens, je t'emmène, qui se passait à Clermont-Ferrand. J'ai bien aimé, moi. Ouais. Politique, côté libertaire, grave et drôle en même temps, avec une Noémie Lvovsky épatante. D'ailleurs, j'ai toujours préféré en tant qu'actrice plutôt que réalisatrice. Bon. Alors là, elle est en plantureuse, prostituée au grand cœur, avec aussi quelques scènes olé atypiques qu'affectionne le cinéaste, dont une assez croquignolette dans une église. Il aime bien brocarder le dogme religieux en mêlant sexe et religion. Bah oui, comme Madonna, en effet. Alors, Miséricorde, avec justement ce titre empreint de religiosité qui évoque le pardon, il en remet une couche à ce sujet. Au tout début, on suit longuement une voiture sur de petites routes départementales, ou plutôt on a l'impression d'être au volant car c'est filmé en caméra subjective du point de vue du conducteur, sur une musique assez lugubre, et ça provoque d'entrée un certain malaise. Route de campagne très sinueuse, comme le seront les personnages et l'histoire trouble qui va suivre. Le conducteur, c'est un jeune homme qui revient dans un petit village d'Occitanie pour le décès de son ancien patron boulanger, avec qui la caméra nous suggère subtilement qu'il a dû avoir des relations étroites. Il va s'installer quelque temps chez la veuve, on va suivre ses interactions étranges avec différents personnages de ce microcosme rural, cette femme donc, le fils du défunt, un ami de la famille, le curé de la paroisse et aussi des gendarmes locaux, car un événement va conduire à une enquête. Donc on assiste à un petit théâtre artificiel et naturaliste en même temps, où chacun joue une partition faite de non-dits et de pulsions plus ou moins cachées, à teneur sexuelle, homosexuelle en particulier, mais pas que. Ozan nous avait montré des cueillettes de champignons dans la belle Bourgogne mordorée dans son récent et pas très moral Quand vient l'automne. Je pense qu'il est encore à l'affiche. Hein. Oui, il marche bien. Oui, je crois. Guiraudy, dans sa farce spirituelle matinée de thriller psychologique, et tout aussi amoral d'ailleurs, multiplie les scènes champignonesques, cette fois dans la campagne avéronaise, très très bien filmée aussi. Mais à vrai dire, les symboles phalliques des morilles et autres trompettes de la mort ne trompent personne. Hein. Un peu obsédé ce cinéaste quand même, mais je crois qu'il le revendique et ça passe parce que c'est drôle. Hein. Contrairement à beaucoup de films où on montre l'homosexualité avec des Adonis gays, sensuellement captés par la caméra, lui il met les pieds dans le plat, en s'attachant à montrer des visages imparfaits, c'est-à-dire normaux finalement, et des corps pas forcément jeunes et beaux, et parfois de façon assez crue, mais sans s'apesantir. Bref, c'est atypique et ça dépote. Alors côté casting, Catherine Frotte,
En femme insondable et quand même un peu faux cul sous ses aspects pieux, elle est étonnante, hein, très loin de ses rôles habituels. Et mention spéciale à l'acteur qui nous fait un curé pas piqué des vers. Hein. Et aux 2 comédiens interprétant les gendarmes, pince sans rire menant l'enquête, ils aèrent ce vrai faux polar noir d'une belle dose d'humour supplémentaire. Bref, voilà du cinéma hors cadre, hein, dont on a du mal à dire si c'est du lard ou du cochon. Finalement, ça peut évoquer une sorte de mix entre Chabrol et Buñuel. Ah. Voire Pasolini. Hein. Moi, j'ai pensé à Théorème de Pasolini, où un jeune homme débarquant dans une petite communauté séduit tout le monde l'un après l'autre. Il fout un bordel. Il y a ce côté-là. Alors, ça plaira pas forcément à tous, hein, mais moi, je vote pour. Ah, Patrick, j'ai oublié de te dire. Film vu à côté de qui? 2 sièges plus loin, à l'Utopia? Bah, dis-nous. Jeanne Balibar, herself, haute dans mon panthéon des artistes françaises. Elle t'a reconnu? J'ai osé engager la discussion sans être rabrouée. Elle m'a dit qu'elle était à Bordeaux pour ses rôles dans 2 pièces de théâtre au TNBA, Théâtre National Bordeaux-Aquitaine, dont une adaptation de Don Quichotte, et qu'une rétrospective de sa carrière au cinéma lui sera rendue au prochain festival Premier Plan d'Angers, Oui. en janvier prochain, et en même temps qu'une autre rétrospective sur le travail d'Alain Guiraudy, justement. Elle est très amène, hein, cette dame. Hein. Alors, j'aurais voulu récolter son avis sur Miséricorde, mais elle s'est éclipsée discrètement lors du générique de fin. Encore une interview à terre. Il y a 15 jours, j'ai appris que j'avais une leucémie. Ah merde. Oui. Ma sœur a fait un test pour savoir si elle pouvait me faire un don de moelle, et il s'est avéré qu'elle n'était pas compatible. Ah merde. Mais surtout qu'elle n'était pas ma sœur. Ah putain. Enfin, je veux dire, merde. Oui. Mais j'ai découvert que j'avais un frère. Et en fait, ce frère, c'est vous. Putain, qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Oh là. Alors moi j'ai revu ce film, ce feel good movie, enfin presque feel good movie. En tout cas, c'est un film qui fait du bien et on a eu la chance de le voir hier au cinéma Jean Eustache. On a pu voir l'acteur principal Benoît Laverne. Benjamin, bah oui, Benjamin, oui, ça lui va mieux, Benjamin. Alors bon, je vais développer quand je dis que c'est un feel good movie. Presque. Qu'est-ce qu'on a dans ce film? On a Thibaut, un grand chef d'orchestre de renommée internationale qui parcourt le monde. Il a son orchestre attitré aux États-Unis. Là, il vient un petit peu en France et il va découvrir l'existence d'un frère, un certain Jimmy, employé lui dans une cantine scolaire et qui joue du trombone dans une fanfare du nord de la France. Vous savez, c'est ces fanfares qui existent beaucoup dans notre nord de France. Alors, en apparence, tout les sépare, sauf peut-être leur gros point commun, justement, c'est la musique. Alors, le jeune Thibaut va détecter chez son frère des capacités musicales quand même assez exceptionnelles, et qui, lui, ce Jimmy va à un moment donné se prendre peut-être à rêver d'une autre vie. Alors, là, j'ai repris des éléments du synopsis, j'en ai enlevé d'autres pour que vous ayez quand même, en voyant le film, quelques effets de surprise, et il y en a pas mal. Alors c'est un film qui a été, quand on l'a vu, enfin moi quand je l'ai vu pour la première fois, c'était à Saint-Sébastien, lors du dernier festival, ça a été vraiment une ovation, en fait, ce qui fait la force de ce film, c'est qu'il va pouvoir être diffusé dans beaucoup de pays, parce que ce qu'il véhicule, c'est de l'humanité dans ce film, et il y a de fortes chances que vous puissiez voir apparaître un peu d'humidité au bord de vos yeux en regardant ce film. Alors, le film, il est porté par les 2 acteurs principaux, les 2 frères. D'un côté, donc, le chef d'orchestre, et c'est Benjamin Laverne, et d'autre, c'est Pierre Lotin, qui lui est le cuisinier joueur de trombone. Bon, Benjamin, on le connaît, c'est comédie française, des films comme Le Discours de Grandes Espérances, et d'ailleurs hier, c'est une question qui aurait pu être posée, mais qui n'a pas été posée,
par rapport à ce qu'il a pu faire pour le film sur l'abbé Pierre. Bon, là, c'était pas le sujet. Peut-être que c'est quelque chose qu'il regrette un petit peu maintenant. Alors, donc, Benjamin Laverne d'un côté, puis de l'autre côté, le Pierre Lotin. Alors, connu au début pour l'ado un peu idiot dans Les Tuches, et puis on le voit apparaître, encore à l'affiche, il est dans Quand vient l'automne, où il campe le fils de Josiane Balasco, toujours prêt à aider dans ce film. Et aussi, on l'avait vu un petit peu avant dans Un homme en fuite. Alors, certains vont me dire, dans ce film, il y a des ficelles qui sont peut-être un peu grosses, même par moments très grosses. C'est des cordes, c'est plus des ficelles. Oui, mais c'est d'une grande efficacité. Et moi, je suis rentré, j'ai revu le film hier, et j'ai eu un plaisir. J'ai découvert des petites choses que je n'avais pas vues à la première vision. La salle a hyper bien réagi, et je pense que vous aussi, vous réagirez bien en allant voir donc le film qui s'appelle En fanfare, qui sortira en novembre, le 27 novembre. Et donc voilà. Alors j'ai oublié de dire que c'était Emmanuel Courcol qui a fait le film. Son film précédent, c'était un film avec Cadmerade qui se passait dans milieu théâtre et des ateliers de théâtre en prison. En prison. Et donc c'était avec Cadmerade, ça s'appelait un triomphe. Donc toi tu l'as vu, moi je l'avais pas vu. Donc là moi je pense que ce film va avoir un bon succès, et un succès mérité, parce que c'est vachement bien foutu. Et puis quand même dans ce film, il y a tout le background, il y a tout ce qui se passe dans ces usines qui sont condamnées à fermer. On voit aussi toute cette ferveur de ces gens du Nord dans ce film. Et puis surtout ce qui est bien montré, c'est la plus grande injustice qui existe, c'est que vous ne choisissez pas l'endroit où vous allez naître. Vous pouvez naître dans les beaux quartiers autour de Paris, ou dans d'autres un peu moins reluisants. En tout cas, pour moi, c'est un film que je conseille vivement, parce qu'on passe vraiment un très bon moment en voyant ce film. Prix du public à Saint-Sébastien. Alors, comédie dramatique donnant la part belle à la musique, qui joue sur l'opposition de classe sociale, et aussi l'opposition entre grande musique classique et musique de fanfare municipale. Bon, moi, je trouve qu'en effet, il utilise beaucoup de ficelles du mélo, et on prête à pas mal de choses déjà vues. Moi, j'ai pensé aux Britanniques Les Virtuoses. Bien sûr, oui. C'était le César du meilleur film étranger en 1997, auquel le film emprunte pour son scénario l'occupation d'une usine par une fanfare sur fond de licenciement. Et puis on a aussi un petit côté la vie est un long fleuve tranquille dans cette histoire, un petit peu, disons. Oui. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne plutôt bien en souriant. On a un peu le The Full Monty, on a un petit peu aussi, le film sur la danse, là, le gamin qui Billy Elliot, Billy Elliot, tout ça, ouais. Bon, on en ressort les yeux humides, du moins ça a été mon cas, et grâce à deux ingrédients principaux, d'abord le jeu du principal acteur, tu les as évoqués. Alors Benjamin Laverne, il habite les personnages, il habite l'abbé Pierre dans son biopic. Il habite l'abbé Pierre. Si. Ça, on peut pas dire ça? Si. Et par contre, il est impérial aussi en fanfare. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est aussi les rôles secondaires. Par exemple, les membres des deux familles. La maman adoptante, tellement émouvante. Elle est vraiment belle. Ou le groupe de musiciens à l'harmonie. Et puis le deuxième atout, c'est quand même une mise en scène soignée et efficace, en particulier des moments musicaux. Je pense à la scène d'introduction, par exemple, très forte. Je suis pas devin, mais comme toi, je table sur un succès populaire qui serait mérité. Il y a eu de nombreuses avant-premières dans les cinémas partout en France et dans plusieurs festivals qui conduisent, je crois, à un bon bouche à oreille. Bon, faudra attendre un mois pour le savoir et voir, parce qu'on en parle un peu tôt, il sort dans un mois quand même.
C'est bien beau la musique, mais il y a des morceaux qui sont un petit peu longs et l'émission elle ne fait qu'une heure. Alors donc on zappe. The Cure, millésime 1980 avec A Forest, premier succès du groupe british qui existe encore, je crois d'ailleurs, et qui tourne encore. Ce morceau sert de bande son au coup de foudre entre Jacqueline et Clotaire. Jacqueline et Clotaire, c'est les deux protagonistes de L'amour ouf, dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais on en parlera peut-être la prochaine fois. Alors, superbe moment clipesque, dansé, et réentendu aussi plus tard dans le film, car c'est un des morceaux fétiches du couple. Alors c'est un film jukebox, L'amour ouf, avec plein de titres des années 80 et 90, utilisés de façon diégétique ou pas, et on piochera peut-être dedans dans nos prochaines émissions. Alors, je suis devant le cinéma de Mérignac. J'ai repéré une jeune spectatrice. Je m'approche d'elle. Bonjour, mademoiselle, comment tu t'appelles? Julia. Alors, qu'est-ce que tu vas voir au cinéma? Le chat. Le chat. Tu connais le nom du film? Quatre Ouais. pattes. Ouais, MacPat, le chat chanteur. D'accord. Et tu es venue toute seule? Oui. Oh, dis donc, alors tu as pris un ticket toute seule à la caisse? D'accord. Et avec ta taille, tu as dû avoir un tarif réduit. Dis-moi, est-ce que tu vas souvent au cinéma? Oui, avec mes parents. Oh, ça c'est bien. Et tu te souviens du dernier film que tu as vu? C'était La fille. La fille. Écoute, on se retrouve à la fin du cinéma de la séance. Moi aussi j'y vais. Et puis on discutera du film ensemble. Tu es d'accord? Alors c'est quoi ce film? MacPat, le chat chanteur, elle n'avait pas bien capté le nom du film, cette petite. Film d'animation pour enfants. Alors, ils sont légion, les dessins animés destinés au jeune public à partir de 6-8 ans et à leur famille, surtout en période de vacances scolaires. Alors, de grosses machines, souvent américaines, plus ou moins réussies, qu'on trouve dans les multiplexes. En ce moment, par exemple, Transformers, Le Robot Sauvage, le dernier DreamWorks que j'ai trouvé un peu poussif, où il y a aussi Croquette, le chat merveilleux, et puis ou d'autres. Mais il y a aussi une programmation animée jeune public, un peu moins voyante, plus art et essai, disons, souvent de grande qualité et plutôt à l'affiche dans les cinémas indépendants. En particulier, certains programmes destinés aux enfants dès 3 ans. En gros, le public de maternelle, avec des séances n'excédant pas 1 heure et pas forcément dialoguées. C'est le cas de MacPat, le chat chanteur, et autre histoire féline. J'ai vu il y a quelques jours déguisé incognito en bambin non accompagné, et j'en ai profité pour interviewer une petite spectatrice à choisir au hasard, là, avant la séance, c'est ce qu'on vient d'écouter, et puis après. Alors, bien calé sur son rehausseur, ben oui, sans ça, à 3 ans, on voit que le fauteuil d'en face. On a d'abord en apéritif 3 très chouettes courts-métrages d'environ 5 minutes chacun, sur le thème du chat, muets mais musicaux, dans des tonalités et des styles d'animation différentes, puis le gros morceau, enfin gros, 25 minutes, avec MacPat, dont l'histoire est racontée par-dessus des images en volume, façon pâte à modeler animée. Bon, on nous conte quoi dans le film? En plein cœur de Londres, le chat Paddy MacPat et Fred, son ami musicien de rue, forment un duo mélodieux pour le plus grand plaisir des passants, jusqu'à ce qu'un événement tragique les sépare. Le chat adopte une nouvelle vie, mais se languit de son ancien compagnon. Est-ce qu'ils vont se retrouver? Alors, avec comme thème la séparation, pas forcément fun pour des petits-enfants, c'est tendre, avec des moments très chaleureux et une animation souple et colorée. Voyons ce qu'on a pensé notre jeune spectatrice. Petite spectatrice qui est là. Dis-moi, Julia, c'est ça ton nom? Julia. Ouais. Et tu m'as pas dit ton âge. Tu as quel âge? 4 ans. Ah, eh ben dis donc, c'est jeune pour venir au cinéma toute seule. Alors, est-ce que ça t'a plu, MacPat, le chat chanteur? Oui. D'accord. Qu'est-ce que ça raconte, l'histoire? Mais en fait, elle a dit viens chat, viens. Et il y avait le petit bébé. Ouais. Et alors après, qu'est-ce qui lui arrive à ce chat? Et après, le voleur, il a volé le chapeau. Et après MacPat, il s'est perdu. Il a trouvé un ami. D'accord. Et est-ce que ça se termine bien? Oui. Bon, tu sais, MacPat, en fait, il a été dessiné par le même dessinateur qui a fait Gruffalo. Tu connais Gruffalo? Oui.
D'accord. Bon, écoute, je vais te laisser rentrer toute seule à la maison. Donc, à une autre fois. Au revoir. Au revoir. Eh oui, en effet, MacPath est la 11e adaptation au cinéma des albums jeunesse à succès de 2 auteurs britanniques prolifiques et talentueux, Julia Donaldson et Axel Scheffler. Le fameux Gruffalo, donc vous connaissez la petite, plébiscité par le public de maternelle, Les Tout Rouges et les Tout Bleus, Super Astico, Le Rat Scélérat, c'est eux. En album et sur grand écran, c'est adoubé par tous les pédagogues pour petits qui disent que c'est du must. Alors pour les parents, grands-parents et animateurs en mal d'activité pour occuper joyeusement et tendrement les petits tout en les sensibilisant en douceur à certaines problématiques, je signale 3 autres programmes dans le même ordre d'idées que MacPath. Il y a Petit conte sous l'océan, Pat et Matt, un dernier tour de vis, et Chouette, un jeu d'enfant, et je les ai tous testés avec plaisir. Ce sont des collections de 4 à 5 films courts, et également, mais pour au-delà de 6 ans, et vrai long métrage, celui-là il fait 1h30, Sauvage, du réalisateur de l'acclamé et multiprimé Ma vie de courgette, César 2017 du film d'animation. Je l'ai pas vu ce Sauvage à tonalité écolo, mais ne les emmenez surtout pas voir l'ultra-gore Terrifier, s'il vous plaît, sauf s'ils sont vraiment pénibles pour les calmer. Alors dans ce film, le 3 km jusqu'à la fin du monde, on retrouve Adi, diminutif de Adrian, un jeune garçon de 17 ans qui rentre chez lui pour les vacances, dans ce petit village dans le delta du Danube, donc nous sommes en Roumanie. Le lendemain, au petit matin, ses parents le retrouvent le visage tuméfié et questionné. Adi va raconter qu'il a été agressé par 2 jeunes du village. Alors, son père, très courroucé, on le saurait tous, va voir le chef de la police locale afin d'éclaircir ce qui s'est passé. Là, nous sommes dans un petit village, donc tout se sait, et rapidement, les 2 agresseurs sont identifiés, sont 2 frères, fils d'un notable local influent, et qui ne font aucune difficulté pour expliquer leur acte de sauvagerie. On lui a cassé la figure, oui alors, parce que c'est un pédé. Quel est le mal y a-t-il à ça ? Oui. Adi a embrassé, et fougueusement, un touriste de passage. Voilà le mal. Notre fils, homo ? Non, c'est pas possible. Les parents ne peuvent pas croire que leur fils est malade. Oui, malade. Être homo ne peut relever que de la maladie. Et qu'a-t-on fait pour cela ? se demandent les parents. A-t-il eu des mauvaises fréquentations ? Ou est-il tout simplement possédé ? Donc d'un statut de victime, on va avoir Adi qui va devenir celui qu'on soupçonne de tous les maux. Et les 2 jeunes brutes, elles, n'ont fait que ce qui semblait finalement être quasiment raisonnable devant une telle situation. Et comme les parents considèrent que être gay est une maladie, une maladie, il faut que ça se soigne. Et si c'est pire, si c'est une possession, le mieux, c'est d'abord d'enfermer le mal, MAL, dans la maison, et de faire intervenir un spécialiste face au malin, c'est-à-dire le curé, pour exorciser. Voilà ce que nous propose Emmanuel Parvu, le réalisateur de ce film. Donc, un film qui va commencer comme un peu un film policier, parce qu'au début on cherche un petit peu ce qui s'est passé, et le changement de direction est radical pour être vraiment clair. C'est un film qui dénonce la bêtise latente, l'obscurantisme et de l'homophobie que l'on peut malheureusement qualifié de banal. Alors la charge va être vivement menée. Alors à tour de rôle, le clergé, l'administration locale, la bêtise crasse de tous ceux qu'on pourrait appeler les appeler des rednecks locaux, et même la médecine est pointée du doigt, parce que on voit un médecin qui n'est pas contre le fait de qualifier quasiment l'homosexualité comme étant une maladie. Donc on va voir là, ça va nous montrer en fait tous ces arrangements qui existent entre adultes, toutes ces combines, et où ce qui va être le plus important c'est l'intérêt particulier. Parce que aussi dans ce film, on voit que
sous-jacente, il y a la corruption qui est là. Hein. C'est-à-dire que, grosso modo, on dit aux parents, si vous voulez que vous continuez grosso modo à pouvoir travailler comme vous voulez, ceci, cela, eh bien on étouffe l'affaire. Alors, à un moment donné, on a espoir parce que finalement, il y a une assistante sociale. Alors assistante sociale, un peu policière, un peu les deux en même temps, une qui vient de la grande ville voisine, et elle nous paraît inflexible, incorruptible, et elle pense, et quand on la voit travailler, qu'elle va pouvoir remettre les choses dans le bon ordre. Mais bon, vous verrez que la corruption est toujours là. Film avec une mise en scène très très intelligente. Alors, en plus, pourquoi je dis en plus, dans ce film, il y a une très belle photo d'une campagne qui est très belle, écrasée de soleil, c'est le plein été, donc une beauté qui tranche avec cette bassesse de tous ces êtres humains. Le film reste néanmoins optimiste. On peut imaginer que cette Adrian aura une vie plus facile lorsque finalement, il va quitter ce village, il ira faire des études et on espère pour lui qu'il évitera d'y revenir. Alors le film a été distingué lors du dernier festival de Cannes par la Queer Palm. Voilà, donc moi c'est vraiment un des films que j'avais pu voir à Cannes qui m'avait vraiment marqué, un film fort, voilà, sur l'homophobie banale. She said, my son, I beg of you, I have a wish that must come true. The last thing you can do for your mama, please promise me that you will stay and take my place while I'm away and give the children love each day. I had to cry, what could I say? I tried so hard to find a word. I prayed she would not see me cry. So much to say that should be heard, but only time to say goodbye to my mama. They say in time you will forget, yet still today my eyes are wet, and still I try to smile for my mama. Now soon there'll be another spring, and I will start remembering the way she used to love to hear us sing a favorite song of Ave Maria. Ave Maria. Then I will feel the deepest joy. Ça me dit quelque chose, cette musique. Eh oui, for Mama. Alors, c'est un petit clin d'œil au biopic Monsieur Aznavour, dont on ne parle pas aujourd'hui. Et peut-être que ça vaut mieux, peut-être. Hein. Bon, alors, on aurait pu passer la version originale de ce titre. Pas sûr qu'il soit d'ailleurs dans le film, d'après mon souvenir. Mais on a préféré la reprise du fameux La Mama par un autre géant, Ray Charles, en 1975. Ray Charles a eu droit aussi à sa biographie filmée, s'appelait Ray, de Taylor Hackford en 2004, avec Jamie Foxx. Oscar pour ce rôle
où le mimétisme avec le personnage était impressionnant. Alors, un mimétisme qui fonctionnait contrairement à celui de Tahar Rahim dans Monsieur Aznavour, où je trouve il en fait trop. Mais on en discutera peut-être quand tu l'auras vu une des prochaines fois. Il nous reste deuxième couche, et le viseur. Oui, alors deuxième couche. Alors moi je l'avais pas vu lorsque tu en avais parlé. C'était les graines du figuier sauvage. Bon voilà, c'est forcément un des films que l'on retiendra pour cette année 2024. Plus de 500 000 spectateurs en France, qui est super pour ce genre de film. Et tant mieux. Un thriller avec ce fond, bien évidemment, ce fond politique de ce qui peut se passer actuellement en Iran. Autre film qu'on avait bien aimé tous les deux, qui est toujours à l'affiche et qui marche bien, le dernier Ozon, quand vient l'automne avec les deux grandes actrices que sont Hélène Vincent et Josiane Balasco. Toi, il y avait un autre film... Alors, l'histoire de Suleiman, magnifique portrait à Paris d'un esclave moderne en attente de sa régularisation de statut de réfugié, absolument magnifique. Niki, biopic des débuts de carrière de Niki de Saint-Phal avec une Charlotte Lebon pétillante. Alors oui, pour Niki, il faut y aller vite parce que ça partira rapidement des salles. Alors Nishan Nimetre, l'esclavage français dans l'île Maurice au milieu du 18e. Curieusement, notre succès podcast du moment. On ne sait pas trop pourquoi des milliers de personnes cliquent sur notre segment sur le Nishan Nimetre, d'autant plus qu'on n'avait pas spécialement, disons qu'on l'avait aimé à moitié. Oui. Alors, ce qui est et c'est bien que tu parles de notre présence sur de nos podcasts, sur toutes les bonnes sources, que ce soit Deezer, Apple Prime, et surtout aussi sur YouTube. C'est là qu'on fait un gros succès. Ça m'étonne que tu n'aies pas mis une deuxième couche sur Emilia Pérez, qui reste encore à l'affiche. Bien évidemment, parce que lui aussi fait partie des films de l'année. Cette comédie musicale inattendue, se situant au Mexique, film très... que j'ai vu 2 fois, que j'ai particulièrement aimé. Alors, dans le viseur, je sais pas, tu me diras si tu mettras la mot ouf et Aznavour dans ton viseur. Moi, j'ai mis The Killer. C'est quoi The Killer? C'est un remake par le coréen John Woo d'un de ses films de 89. C'est avec Omar Sy. Pourquoi pas? Et tu as vu aussi L'Art d'être heureux, comédie belge, avec un quatuor de choc, Poulvorde, Damiens, Kerven et Camille Cotin. Et il y a Anora aussi que j'ai envie de voir. Alors, toi, tu l'as vu. Palme d'Or 2024. Oui, on y va, mais on en discutera peut-être. Il n'y a pas la vidéo, mais quand je vois ta tête, ça te plaira peut-être. Et puis aussi Flow, animation pour grands et petits qui a l'air bluffante. Nous arrivons à la fin de l'émission et nous n'avons pas eu le temps de parler du film sur un film qui sort le mercredi prochain, le 30. Ce sera en bonus. Oui, vous allez retrouver tout ça en bonus et nous vous parlerons aussi, nous évoquerons les festivals et particulièrement le festival de Sarlat qui débutera bientôt et aussi Musical l'écran, si je bonne mémoire. On se retrouve dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, je sais plus, peut-être 15 jours. On vous retrouvera avec plaisir. Au revoir. Bonne séance de cinéma en salle, n'oubliez pas.